Certes. Cette première caractéristique qui veut que le mythe vienne satisfaire chez les humains leurs besoins, leurs désirs de régularité. Donc, à cette première caractéristique vient s'adjoindre une deuxième caractéristique, celle par laquelle on en arrive à concevoir qu'un mythe, aussi fantasmagorique soit-il, qu'un mythe, c'est toujours une histoire, un récit, dont on fait la narration dans les sociétés traditionnelles religieuses, les premières sociétés humaines. Donc. En effet, cette conception qui fait du mythe un récit, une histoire, on la doit donc à ce grand historien roumain des religions qui est Mircea d'Eliade. En effet, dans plusieurs de ses ouvrages, Iliade fait savoir que les mythes, aussi diversifiés soient-ils au plan géographique, au plan historique, hein, donc bien sûr, il existe des mythes dans toutes les grandes religions, dans toutes les grandes cultures traditionnelles. Donc, dans toutes ces grandes traditions, les mythes sont des récits. Des récits, hein, donc des histoires, hein, des récits qui, en quelque sorte, racontent comment les choses se seraient déroulées au début des temps, au début des commencements. Donc, le mythe est un récit qui fait l'histoire des origines. Par le mythe, celui qui professe le mythe, celui qui raconte le mythe dans ces sociétés traditionnelles, cet individu donc raconte comment les choses ont commencé, comment les différentes réalités, les différents phénomènes naturels ont commencé au début des temps, à l'origine première, primitive du monde. Et donc, ainsi, on voit que les mythes sont des récits de création, des récits qui racontent la jeunesse, la façon dont les choses ont été créées. Un mythe, c'est donc, en quelque sorte, un récit qui se déroule à partir des temps primordiaux, des premiers temps, les temps fabuleux des premiers commencements, ce qu'on appelle le temps des origines. Et donc, ces mythes qui nous renvoient au début des temps, ces histoires fantasmagoriques que sont les mythes qui nous renvoient à l'origine de toute chose, ces mythes nous font donc à ce moment-là la narration. Nous racontent l'histoire, nous font la narration de ce qui se serait déroulé dans ces temps primordiaux, dans ces temps des premières origines, dans ces temps originaux. Et ainsi, le mythe fait le récit de ce qu'on appelle les événements primordiaux. D'événements, bien sûr, extraordinaires, fantasmagoriques, merveilleux, qui, bien sûr, mettent à contribution ces événements primordiaux des êtres tout aussi extraordinaires, fantasmagoriques, à savoir des êtres divins ou semi-divins, des héros, des êtres surnaturels. Et c'est ainsi que le mythe nous raconte ces événements primordiaux en faisant intervenir de tels personnages surnaturels. Et dans l'histoire, dans la narration mythologique, ces personnages accomplissent des actions bien sûr hors du commun, qui sortent de l'ordinaire. Des actions, souvent aussi même des actions créatrices. Tel dieu aurait créé les mers, tel autre dieu aurait créé la terre. Et donc, cet événement mythologique des origines nous est en quelque sorte raconté au début des temps par l'intermédiaire d'êtres divins qui posent des actions créatrices, des actions surnaturelles. Et c'est ainsi qu'on voit que dans ces récits mythologiques, dans ces histoires des origines, les personnages qui sont mis à contribution, ce sont toujours des personnages donc divins, célestes, astraux, des dieux, des déesses, des héros, des ancêtres mythiques, mythologiques, voire même des animaux totémiques dans certaines traditions amérindiennes nord-américaines. Et donc, en ce sens, un mythe, c'est pas un simple conte. C'est pas une fable, c'est pas une légende. Il y a une dimension plus profonde au discours mythologique. C'est un discours certes irrationnel qui fait intervenir l'imaginaire, mais qui prétend nous ramener au début des temps et nous raconter comment les choses se sont véritablement déroulées dans les premiers débuts, dans les premiers commencements. Et c'est ainsi que dans les différentes cultures, dans les différentes traditions que l'on connaît, les différentes sociétés primitives archaïques que l'on a étudiées au plan anthropologique, on voit que dans ces grandes traditions, aussi diversifiées soient-elles au plan géographique, historique et culturel, on voit que dans ces grandes traditions, il y a toujours des mythes qui racontent l'origine des différentes réalités auxquelles les êtres humains sont confrontés. Dans ces grandes traditions, il y a toujours ce qu'on appelle un mythe théogonique. Un mythe qui nous raconte donc comment Théos, les dieux, hein, Théos, donc théogonie, donc ça veut dire Théo, Dieu, et Gonie, ça veut dire Genèse. Hein. Ces mythes théogoniques nous racontent donc comment les dieux, Théos, en sont venus à être, à apparaître, à commencer à exister, à subir une genèse, une création. C'est ainsi que dans les grandes traditions religieuses, il y a une théogonie.
Il y a aussi une cosmogonie. Cosmo, ça vient du terme cosmos, univers, l'univers organisé. Hein? Et donc, dans un univers organisé, ces humains ont voulu raconter l'origine de ce monde. Ils ont donc raconté ce qu'on appelle des mythes cosmogoniques, qui racontent l'origine gonique du cosmos, de l'univers. Il y a aussi, bien sûr, dans ces traditions, des récits qui racontent l'origine des astres, les étoiles, les planètes, etc. Il y a des mythes biogoniques qui racontent à ce moment-là l'origine de la vie. Comment au début des temps, la vie, les êtres vivants, les premiers êtres vivants sont apparus, ont été créés. Il y a là, à ce moment-là, ce qu'on appelle un mythe biogonique. Un bio qui renvoie à bios, vie. Il y a aussi, bien sûr, des mythes qui racontent comment la mort est arrivée. Pourquoi les humains meurent-ils? Pourquoi les animaux meurent-ils? Pourquoi les vivants meurent-ils? Il y a un mythe qui, dans ces grandes traditions religieuses, traditionnelles et archaïques, nous raconte l'origine de la mort. Comment les humains en sont venus à mourir, ou les animaux en sont-ils venus à commencer à mourir. Il y a bien sûr des mythes zoogoniques. Donc, zoo, ça renvoie au grec animal. Le préfixe qu'on a ici, zoo, ça renvoie au terme, on traduit ça du grec au français par animal. Et là, lorsqu'on parle de mythes zoogoniques, on parle donc de mythes qui racontent la gonie, donc la genèse, l'origine, la création originelle de ces êtres que sont les animaux. Il y a des mythes qui racontent l'origine des plantes, des humains. Hein. Les mythes qui racontent l'origine de l'humanité, il y en a plusieurs. Chaque culture, chaque grande tradition a son mythe qui raconte l'origine des êtres humains. Et ces mythes, on les appelle des mythes anthropo, humains, hein, qui vient du terme anthropos en grec. Donc anthropogonique, la genèse des êtres humains. Il y a des mythes sociogoniques qui racontent l'origine des sociétés, des cités, des civilisations. Il y a d'autres mythes qui racontent l'origine des maladies, etc. Et donc, il y a autant de mythes, en quelque sorte, qu'il y a de réalités dont on doit rendre compte de l'existence, dont on doit expliquer, en quelque sorte, l'apparition, la création, l'origine. Les mythes servent donc à relater ce qui se serait passé à l'origine du monde et qui aurait engendré à ces origines du monde l'ensemble des réalités que l'on côtoie, aussi diverses soient-elles ces réalités. Mais ces histoires qui sont narrées, hein, dont on fait la narration, ces histoires qui racontent la genèse du monde, la genèse des différentes réalités en faisant intervenir des actions surhumaines, des actions divines, bien, elles sont racontées sous une forme bien particulière. Non pas sous une forme prosaïque, hein, mais plutôt sous une forme poétique. Le mythe est donc un récit, une histoire qui est avant tout chantée, qui est mise sous forme de paroles poétiques, qui est mise sous forme de poèmes. Le mythe se chante, se raconte par la parole chantée, par la mousa. Hein. C'est la musique, sous une forme musicale, chantée, que les grandes traditions mythologiques ont raconté les origines de toutes choses. C'est par la poésie orale, qui se fait dans le chant, que ces histoires, ces récits des origines sont en quelque sorte racontés, dont on fait le récit. C'est donc par le médium d'un poème, d'un chant, que l'on chante, que l'on raconte par différents chants, différents poèmes chantés, que ces récits poétiques, ces récits en quelque sorte mythologiques, en arrivent en quelque sorte à être transmis de génération en génération. En effet, ces mythes appartiennent généralement à des traditions orales. C'est par l'oralité que les histoires des origines, les grandes histoires mythologiques se transmettent d'une génération à l'autre au sein des sociétés primitives archaïques. Et donc, c'est par la tradition orale que le mythe peut se transmettre. Et comme le mythe nécessite donc, en quelque sorte, l'usage de sa mémoire hein, pour être transmis, puisqu'il n'y a pas d'écrit, souvent dans les sociétés en qui le mythe est bien vivant, bien, dans ces sociétés-là, c'était donc par l'oralité que la préservation et la communication des mythes pouvaient se faire. Et comment retenir une histoire d'une façon plus efficace si ce n'est par un chant, par une parole poétique, par un poème. Et on voit ici pourquoi les mythes ont pris rapidement une forme poétique plutôt qu'une forme prosaïque. Et d'ailleurs, donc, en Grèce antique, en Grèce archaïque surtout, donc là où il y avait toujours, bien sûr, de la religion, de la religiosité et de la mythologie, hein, donc dans cette Grèce antique, archaïque, avant que le miracle grec ait lieu, disons, il appartenait bien sûr à ce moment-là aux poètes.
la aide, donc le poète, le rhapsode, de raconter, de chanter l'histoire mythologique des origines, l'histoire des dieux, l'histoire des déesses, l'histoire des héros, l'histoire du cosmos, de l'univers. Et ces poètes, donc dans l'Antiquité grecque archaïque, ces rhapsodes, ces aèdes, étaient donc des mythologues, des fabricants de mythes, des inventeurs de mythes. Et ces poètes venaient donc, comme en tant que chanteurs, allaient de cité en cité. C'était des poètes itinérants qui, allant de cité en cité, allaient réciter ces histoires des origines, ces paroles poétiques racontant l'origine de toute chose, à quiconque voudrait bien l'entendre. C'est ainsi que le chant, qui se fait par la parole poétique, est devenu le médium par lequel, en Grèce antique, au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, à travers des personnages comme Homère, Hésiode, de grands poètes grecs, que la parole poétique en est venue à pouvoir se diffuser, se transmettre, se propager en quelque sorte. Et souvent, ce poète, en Grèce antique toujours, devait invoquer des muses. Il devait invoquer en quelque sorte différentes déesses. Et chez les Grecs, il y avait 9 grandes déesses qu'on appelait des muses, des divinités, qui étaient des filles du dieu Zeus et de la déesse Mnémosyné. Et donc le poète devait invoquer des muses, des déesses, pour en arriver à être inspiré, assez inspiré, en vue que la parole poétique, le chant poétique sorte de sa bouche. Le poète donc invoqua les muses, espérant obtenir l'inspiration divine. Le poète en venait, en se donnant en spectacle, bien sûr devant un auditoire, en venait à raconter, sous forme poétique, sous forme chantée, l'origine de toute chose, l'origine de toute réalité. C'est ainsi que la poésie, la mémoire, la poésie, le chant, la musique est intimement lié à ce discours fantasmagorique qui est le discours mythologique.